est inacceptable et doit être condamné. Silence absolu. Pas un seul des 35 pays participants à cette conférence, de ces pays dotés d'arsenaux importants, pas un seul n'a levé le petit doigt. L'absolution de Saddam peut sembler totale. Pourtant, il a toujours douté des intentions de l'Amérique. À cette époque, Saïd Abourish est un conseiller écouté de Saddam Hussein. Le président irakien lui assure que les États-Unis sont loin d'être un allié fiable. Saddam Hussein m'a dit très clairement que si les États-Unis voulaient faire cesser la guerre, ils en avaient les moyens. Mais ils voulaient qu'elle continue. Saddam était déçu, plus que déçu, affligé par le fait que le monde assistait sans broncher à cette guerre, à cette boucherie entre les deux pays. Une vente secrète d'armes américaines à l'Iran avait convaincu Saddam de la duplicité de Washington. L'affaire avait fait scandale aux États-Unis. Et le président Reagan avait dû dépêcher son sous-secrétaire d'État Richard Murphy auprès de Saddam Hussein. One difficulty Mr. Murphy had to explain away was why the United States had supplied arms secretly to Hussein's enemies. Mr. Murphy said there would be no repetition of that limited exception. And to back up his words, he gave the Iraqi leader a letter from President Reagan. C'est curieux, mais il n'y a jamais eu de protestation forte, violente de la part de Bagdad. Et la meilleure explication que j'ai pu trouver, c'est celle du cynisme. Voilà ce que font les grands pays. Ils ne respectent pas nécessairement leurs engagements et ne s'en tiennent pas à leur politique officielle. Le 20 août 1988, les canons cessent de tonner. Après 8 ans de combat, l'Irak est déclaré vainqueur. La guerre a fait des millions de victimes, morts et blessés, des villes rasées, des cohortes de réfugiés. Saddam s'offre une parade à la démesure de ce bilan. Lorsque George Bush arrive au pouvoir en 1989, la carte du monde a changé. Le risque islamique a été écarté dans le Golfe. Le communisme fait naufrage en Union soviétique. Le nouveau président américain n'a plus besoin de Saddam Hussein. Les raisons qui nous ont amenés à intervenir dans cette partie du monde au départ et qui nous ont conduits à nous allier secrètement avec Saddam Hussein disparaissent sous nos yeux. Et elles disparaissent très rapidement. Et même si les observateurs n'ont pas pu noter de changements substantiels dans notre politique, il y avait toutefois des responsables, surtout parmi les militaires, qui ont envisagé la nouvelle menace que représentait l'Irak. Il y a eu un important exercice militaire. Le commandant en chef était le général Norman Schwarzkopf, et il a changé les données de base du scénario des menaces contre les intérêts des États-Unis. Il a dit « il n'y a plus de danger sérieux venant de l'URSS » et il a introduit le scénario d'une invasion du Koweït par l'Irak. Surarmé, Saddam Hussein est devenu menaçant. D'autant plus qu'il est aux abois. Après 8 ans de guerre, l'économie irakienne est exsangue. Et les voisins arabes ne font rien pour aider Saddam. Au contraire. Soudain, sans raison, le Koweït commence à surproduire du pétrole. Et ils le font à un rythme tel que le prix baisse. Ils se sont mis à inonder le marché avec leur pétrole. À chaque fois que le pétrole baissait de $1, l'Irak perdait $1 milliard de revenus. Saddam Hussein convoque alors l'ambassadeur américain. Saddam a eu ce fameux entretien avec April Glaspie. Il a été très clair. Il a dit « Je ne peux pas continuer comme ça. J'ai besoin d'argent. Je dois renégocier mes dettes. Vous devez obtenir des Koweïtiens qu'ils arrêtent de jouer avec le pétrole. »
Un dialogue s'engage, mais qui trompe qui? Saddam, qui assure qu'il n'a pas l'intention d'envahir le Koweït, ou Gillespie, qui affirme que les États-Unis ne s'en mêleront pas. L'ambassadeur Gillespie lui a répondu quelque chose du genre « Votre différend frontalier est une affaire qui vous regarde, on ne s'en occupe pas ». Il lui a répondu qu'il n'avait pas l'intention d'avoir recours à la force contre le Koweït tant que des négociations étaient en cours. Mais Saddam a menti. Fort de ce qu'il croit être la neutralité américaine, il lance le 2 août 1990 une offensive fulgurante contre le Koweït. À l'Assemblée nationale irakienne, Saddam Hussein fait applaudir l'invasion. Pourtant, une question se pose immédiatement. En envahissant le Koweït, est-il tombé dans un piège américain? Certains milieux aux États-Unis étaient tout à fait d'accord avec les Koweïtiens pour affaiblir Saddam. Nous avons sapé le pouvoir de Khomeini et maintenant c'est au tour de ce type. Ce sont des théories du complot. Nous aurions voulu faire tomber l'Irak dans un piège pour voler son pétrole et pour stationner des troupes dans la région du Golfe pour toujours. C'est la thèse du complot. C'est amusant, mais c'est stupide. Mais malgré les démentis officiels, le Congrès américain exige d'en savoir plus et demande des explications à l'ambassadeur Gillespie sur sa rencontre avec Saddam Hussein. Elle dément, bien sûr, lui avoir donné un quelconque feu vert. Elle assure au contraire qu'elle l'a mise en garde. We foolishly did not realize that he was stupid, that he did not believe our clear and repeated warnings that we would support our vital interests. La controverse sur la théorie du piège reste ouverte. Mais poussé ou non à la faute, Saddam se croit encore maître du jeu. Quatre jours après l'invasion, le chargé d'affaires américain à Bagdad est convoqué par Saddam Hussein. Joseph Wilson est le dernier diplomate américain à avoir rencontré Saddam. Ce 8 août, il fait face à un homme sûr de lui. Lorsque je suis arrivé, Saddam se tenait au milieu de la pièce. Il me toisait, les yeux dans les yeux. Comme j'aime à le dire, du genre qui va flancher le premier. Puis il m'a tendu la main et je l'ai fixée. Et j'ai saisi sa main sans baisser les yeux. Je savais, pour l'avoir étudié pendant des années, qu'il créait une sorte de mise en scène destinée aux Irakiens. Il tentait de forcer ses visiteurs à baisser la tête devant lui au moment où il lui serrait la main. Alors je l'ai regardé et je lui ai pris la main. Saddam propose alors un marché à l'Amérique. Ce qu'il voulait me dire au cours de cet entretien, c'est que si les États-Unis le laissaient faire au Koweït, il nous garantirait l'approvisionnement continu en pétrole bon marché et il n'envahirait pas l'Arabie saoudite. Je lui ai répondu, sortez du Koweït, arrêtez de piller les biens des Américains et laissez les Américains quitter la région. Saddam a déclenché une mécanique qu'il ne peut plus arrêter. Aussitôt après l'invasion du Koweït, l'ONU condamne l'agression à l'unanimité, puis vote le recours à la force. L'Amérique est déterminée à en finir avec celui qui a si longtemps servi ses intérêts. Saddam se retrouve soudain officiellement diabolisé. As was the case in the 1930s, we see in Saddam Hussein an aggressive dictator threatening his neighbors. Et le président irakien répond par des messages menaçants lus à la télévision. 5 months ago, Saddam Hussein started this cruel war against Kuwait. Tonight, the battle has been joined.
40 jours de bombardement et 100 heures d'assaut terrestre ont eu raison de l'armée irakienne. Une vaste coalition menée par les États-Unis l'a chassé du Koweït. Écrasé militairement, totalement isolé sur la scène internationale, Saddam Hussein est un paria humilié. Après 23 ans de règne, sa chute paraît certaine. Pourtant, un événement sans témoin va le remettre en selle. Dans le sud chiite du pays, sous contrôle de l'armée américaine, des militaires irakiens se rebellent avec le soutien de la population. Quand le soulèvement a commencé en 1991, on l'a qualifié d'insurrection chiite. Mais en réalité, c'était un soulèvement populaire général. En 1991, j'étais en charge des groupes islamiques chiites en Irak. Je les connaissais tous, j'étais en contact avec eux. Leur objectif était de se débarrasser du régime et de mettre sur pied une espèce de gouvernement chiite en Irak, au moins dans le sud, qui est en majorité chiite. Ils voulaient créer ce que l'on appellerait une république islamique. Tout le monde sait que cette intifada aurait pu faire tomber le régime. Elle a eu lieu partout, même dans les 4 régions sunnites. Elles ont soutenu le soulèvement et elles y ont participé. Cette insurrection avait été ouvertement encouragée par le président Bush. To take matters into their own hands, to force Saddam Hussein, the dictator, to step aside. Je considère que l'appel fait par George Bush père n'était que du vent. Et c'est malheureux pour ceux qui y ont cru. Sur le terrain, l'armée américaine ne fait rien pour aider la rébellion. Au contraire. À ce moment-là, les Américains ont accepté ce que demandait le gouvernement. Ils ont autorisé le passage des hélicoptères au-dessus des régions qu'ils contrôlaient. Les militaires américains admettent avoir laissé les Irakiens utiliser leurs hélicoptères, mais pour des besoins civils. The general says he now thinks the Iraqis always planned to use their helicopters to suppress revolt. I think I was suckered, Storman Norman says, and he regrets his decision to allow the Iraqis to use helicopters. Do I think that the United States should bear guilt because of suggesting that the Iraqi people take matters into their own hands, with the implication being given by some that the United States would be there to support them militarily? That was not true. Mais sur le terrain, le mal est fait. Le soulèvement est écrasé dans le sang. Le résultat, au moins 150 000 morts. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire, à moins de s'engager dans une guerre totale dont personne ne voulait? L'Europe aurait été outrée. Est-ce que les Français auraient soutenu quelque chose comme ça? Je ne crois pas. Ils étaient trop occupés à renforcer Saddam et à protéger leurs intérêts, comme tout le monde protégeait ses propres intérêts. Nous avions peur de remettre en cause l'équilibre dans le Golfe entre les chiites et les sunnites. Le président Bush, Colin Powell et même Dick Cheney ont dit « c'est exactement ce dont nous ne voulons pas ». Le chaos était toujours un risque qu'il fallait garder à l'esprit. Au cas où Saddam disparaîtrait, qu'est-ce qu'il remplacerait? Un régime dominé par quelqu'un de sa famille, par l'élite sunnite bassiste ou par une coalition? Le chaos. Encore une fois, la brutalité de Saddam Hussein l'a servi. Face au risque de chaos, il est apparu aux yeux de Washington comme le seul recours, un gendarme pour l'Irak. Il s'entoure d'un extravagant culte de la personnalité tout en maintenant son régime de terreur. Il se forge l'image d'un croyant, mais élimine les religieux qui le critiquent. À la tête d'un système mafieux,